Salut Zéon. Salut. Alors dis-nous où est-ce qu'on est ici? On est à Paris, parc du Puy-de-Chaumont, parc des Puy-de-Chaumont, 19e. D'accord, et c'est là où tu viens courir le matin. Il y a une très belle vue, tu peux voir. Oui, sur le 19e. C'est ça. Et à côté de, bon voilà, de la quenelle d'or. La quenelle d'or, donc que j'ai pas pu récupérer, mais qui m'était remise pour la fresque en hommage à Hugo Chavez. Donc la quenelle d'or 2013. 2013, voilà. Merci à Dieudo et son équipe. Voilà, alors cette fresque, certains l'auront certainement vue ou en vrai s'ils sont dans le quartier ou sur internet où il y a des belles photos qui ont été reproduites. Malheureusement on ne peut pas la voir aujourd'hui parce qu'elle est plus visible quoi. Elle a été effectivement toyée 2 jours après sa réalisation. C'était une fresque en hommage à Hugo Chavez, juste après sa mort. On l'a fait 2-3 semaines après sa mort. Et au bout de 2 semaines, les antifas ou groupes d'extrême gauche, on ne sait pas trop parce que c'est pas si. Enfin, des anti-chavistes en tout cas, après qu'ils viennent de gauche, de droite, c'est ça qu'il faut comprendre quand même. Ouais. Pour taguer Chavez, il faut être anti-chaviste, ou anti-socialiste, ou je sais pas, ou anti-bolivarien. Ils ont écrit ER, Dieudonné, Soral, Zéon, etc. Ils ont barré nos noms et en plus ils ont barré la gueule à Chavez, même après une restauration. Ils sont revenus encore et ils ont jeté de la peinture sur le visage. Je zoome sur ton t-shirt puisqu'on parle de Chavez. Alors là, on a une illustration plus ancienne qui date de quelques années, si je me souviens bien quand même. C'était en 2009. Voilà, très symbolique où on voit, disons, la haute estime auquel Chavez tient. Avec le drapeau américain et il a fini le rouleau Israël. Voilà. D'accord. Ça fait grincer des dents. C'est ça qui est bon. Donc effectivement tu t'es fait connaître pour ces graphes, ces illustrations et notamment parce que ça c'est beaucoup diffusé pour le tome 1 de la bande dessinée dont le scénario a été écrit par Alain Soral et dialogué par Dieudo. C'est donc Quenelle en haute mer. Ça c'est le titre de... Je me souviens plus, c'est le titre de l'album. Hein. Ouais. C'est le tome 1. Tome 1. Donc Yacht People, Quenelle en haute mer. C'est une BD qu'on a fait avec Dieudo et Soral. Elle est sortie le 11 septembre 2012. Et on a vendu 8000 exemplaires sans passer par les médias mainstream, sans promotion, sans attaché de presse, ni maison d'édition classique. Donc c'est édité chez Contre-Culture et les productions de Dieudo, les productions de La Plume. Et on a vendu 8000 exemplaires juste par internet. C'est un véritable succès parce que d'après les chiffres qu'on m'aurait dit de gens qui travaillent chez Casterman, ils sont dans une moyenne de 2500 exemplaires vendus dans le système normal pour un premier album d'un jeune auteur, en moyenne. Oui, c'est-à-dire avec promo, avec attaché de presse, même peut-être dans les Carrefour, les Leclerc. Ah ouais. Voilà. C'est étonnant parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent de voir tout d'un coup des livres, des disques ou des films qui sont complètement blackoutés par les médias officiels et qui pourtant font des chiffres de vente et de diffusion impressionnants grâce à Internet, au bouche à oreille, au réseau participatif. Ça nous montre justement que si on veut se démerder, qu'on est débrouillard, on n'a pas à aller gratter à la porte de gens qui en plus nous méprisent. Voilà. Et qui vont te dire de modifier des choses. Ça vaut pour tout, hein, pour la musique, pour l'art, le rap, l'étoile, le dessin. Je pense que si Sharp de Charlie Hebdo se cognait la tête et commence à réfléchir correctement, je pense qu'il serait viré le lendemain s'il faisait des dessins où il serait totalement libre. Oui. Il aborderait des thèmes un peu dangereux. En tout cas, on remarque effectivement un marketing, si on peut appeler ça comme ça, un alter marketing basé sur l'imagination et la conviction de ceux qui partagent, aujourd'hui peut fonctionner mieux que quelque chose qui est basé uniquement sur l'argent. Hein. Après, voilà, il y a encore Titeuf qui vend des 600 000 exemplaires en 2011, je crois, de sa BD, donc voilà, c'est pas encore non plus... Ensuite, c'est des sujets qui sont beaucoup plus larges, qui parlent à tout le monde, quoi. Donc quand tu fais de la soupe, ça parle à tout le monde, et là, t'es sûr de vendre un maximum. Si tu te mets à critiquer les Suisses, ça va pas aller. Tu dis quoi? Ah, Titeuf. Ah, Titeuf, c'est suisse. Oui, je suis toujours étonné quand les gens connaissent à l'étranger. Non, mais c'est vrai que ça marche bien. Non, mais je suis pas fan de Titeuf. Ouais, moi j'aime bien le dessin, un peu moins les histoires. Après, voilà, c'est un truc qui est très très large, ça parle à tout le monde. C'est un peu comme Jean-Henri Salvador, c'est un truc qui parle à tout le monde. C'est vrai. Mais tant mieux, hein, si le mec c'est son truc de plaire à tout le monde.
tant mieux. Ah bah disons, ton premier album et le deuxième, on verra, mais j'ai une petite idée, est pas vraiment du genre consensuel. Bon, c'est pas toi qui l'as écrit, mais j'imagine que t'es tout à fait... Enfin, que tu dessines pas aveuglement ce qu'on te dit, mais que t'entres un peu dans le trip, quoi. C'est un partage à trois. Hein. Soral a eu l'idée du scénario, il a beaucoup travaillé sur le scénario, j'ai travaillé un peu sur le scénario, Dieudo a travaillé un peu sur le scénario, une petite part aussi. Ah d'accord. Soral fait un peu des textes, il participe, enfin il me trouve des idées pour le dessin. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de frontière précise entre nous trois. Dieudo a des idées pour les dessins aussi. Moi je leur propose des dialogues, des petites idées dans le scénario. C'est un partage à trois. Voilà. D'accord, parce qu'on a l'impression à te lire qu'un des trucs que tu aimes bien, c'est comme c'est des images assez grandes, parfois des cases assez grandes, ouais. L'avantage, parce que c'est très fourni, hein, c'est très un peu baroque comme ça, on aime bien passer du temps sur ces grandes cases parce qu'il y a toujours des petits détails. Ça c'est un peu ton truc de tout d'un coup glisser, il y a des quenelles de premier plan et des quenelles de second plan. Je sais que la simplicité c'est quelque chose qui paye beaucoup plus. Les gens, en général, ce que j'ai remarqué, hein, sont beaucoup plus attirés, la quantité est plus attirée par la simplicité que les choses compliquées. On le voit avec les dessins, avec les dessins de mes amis comme Joe, etc. Même quand moi je fais un thème vachement simple, ça parle à beaucoup de monde, et quand tu rentres dans un délire compliqué, ça parle à moins de monde, sauf les gens qui sont pointilleux. Oui, bah c'est-à-dire tu peux avoir une lecture rapide de l'album, puis exactement. Une un peu plus lente, finalement les deux... ouais. On peut le lire en 10 minutes au shot, comme le lire en 10 heures d'affilée, enfin le lire plusieurs fois, le lire 5 fois d'affilée, 10 fois d'affilée. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient lu 20 fois d'affilée, qu'ils n'avaient toujours pas trouvé qu'il y avait des trucs au bout de la 20e lecture, qu'ils avaient trouvé des petits détails dans les dessins. Et ça fait super plaisir, parce que je revendique pas de faire de la BD comme tout le monde fait, quoi. Ben justement, alors ça m'intéresse quand même de savoir, parce que je crois pas que tu en aies déjà parlé, mais ouais, si un petit peu, mais tes influences et tes goûts en matière de BD, même si ça n'a pas de rapport direct avec ton travail, mais qu'est-ce que toi tu aimes bien lire? Alors je lis pas de BD. Ah, tu lis pas de BD, hein. Il y a juste le dernier truc qui m'a marqué, c'était Black Sad. Ah oui, je vois. Dans le dessin, c'est génial. Pour moi, c'est Guarnido. Juanjo Guarnido, c'est lui le... Black Sad, c'est ce grand chat... C'est le chat détective. D'accord. Au niveau dessin, il n'y a personne qui a fait mieux, d'après moi, de mon point de vue. Et ensuite, quand j'étais petit, je lisais Gottlieb. Voilà, d'où le sens du détail. Ouais, il y avait plusieurs lectures dans son truc. Tu pouvais avoir plusieurs lectures de ces BD, c'était pas mal. Et il y a aussi Villemain que j'aimais beaucoup, dans le gore, dans le sale. C'est drôle parce que vous parlez souvent, donc je dis vous, aussi Dieudo, Soral, quand on vous interroge là de Villemain, dont les albums sont d'ailleurs distribués par Contre-Culture, hein, certains, si je me souviens bien. Moi j'ai un peu de la peine à voir le rapport, parce que c'est clair que déjà graphiquement ça n'a rien à voir. Ouais, enfin moi Villemain, j'ai de la peine avec le trait, enfin, c'est dégueulasse, mais c'est volontiers dégueulasse, disons, c'est volontairement. Mais j'ai de la peine à voir l'influence, quoi. Villemain, c'est vraiment, pour moi, c'est un espèce de choron de la BD. Ah oui. Dessin, c'est ça qui nous plaît, c'est cet esprit, on peut tout dire, on n'a pas de tabou, on n'a aucun tabou, même sur les sujets aujourd'hui dangereux. Avec Hitler égale SS de Villemain, voilà, il se lâchait totalement. Ah ouais. Raoul Teigneux chez les Druzes, pareil, c'est un ton totalement libre. Voilà, il y avait Riser qui était pas mal, c'était plus soft. Soft, c'est relatif. Mais oui. Mobius, j'adorais le trait. Voilà, ah oui. Très fin. Mobius, c'était génial. Sinon, moi, je suis plus inspiré. Je viens du graffiti, je suis plus inspiré par la peinture. D'accord, oui, c'est vrai que tu viens du monde, non pas du monde de la BD, mais du monde du graphe. Souvent, quand on entend graffiti, on a tendance à le lier au mouvement hip-hop dont c'est une des 4 catégories. Est-ce que c'est aussi ton cas? C'est pas vrai. Je dis on a tendance, c'est pour voir si tu... C'est dans l'imaginaire collectif, c'est un des 4 éléments du hip-hop, mais le graffiti existait déjà avant. Je vais te donner un exemple, mon père chilien qui était dans les brigades à Ramon Apara, il faisait des peintures déjà, il faisait déjà des graffitis avant le coup d'état au Chili. Donc voilà, le graffiti existait déjà bien avant le hip-hop. C'était d'ailleurs des rockers les premiers à graffer à New York, à Los Angeles, etc.
c'est un mythe. C'est un mythe de faire croire que c'est un truc hip-hop. Moi j'ai plein d'amis, même à Paris, hein, des amis qui graffaient, qui n'avaient rien à foutre du rap, du hip-hop. C'était des punks, des Maxité, Raze. C'est des mecs qui écoutaient d'autres gars, enfin Hadith. C'est pas des mecs qui écoutaient que du rap. C'était pas hip-hop quoi. Oui, puis bon, les sujets de tes fresques, c'est vrai, diffèrent aussi. C'est pas simplement des simples lettrages avec quelques baskets et quelques tours. Je me souviens avoir vu une vidéo où tu nous faisais un portrait de Rousseau, si je me souviens bien. Ouais. C'est juste. Ouais. C'était quoi? C'était sur un mur ou bien C'était sur une toile. C'était un ami qui a une association de hip-hop qui m'a demandé de faire ça. C'était une performance en live. Quand il m'a dit que c'était Rousseau, je me suis dit, je viens direct. Ouais, bah c'est vrai que c'est aussi. Si ça avait été Voltaire, j'aurais dit non, on va te faire. Ah voilà, non mais c'est vrai que chez nous c'est une référence. D'ailleurs les œuvres politiques sont aussi sur Contre-Culture, les œuvres politiques de Rousseau. Un auteur à lire effectivement. Et bon, maintenant depuis un certain temps, tu fais aussi beaucoup des couvertures de bouquins, des pochettes de disques, des choses comme ça. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes des pochettes de disques, je crois. Ouais, non, de DVD, je veux dire. De DVD, ouais, c'est l'oligarchie et le sionisme. Voilà, donc un film documentaire. La couverture du film de Béatrice Pignède, l'oligarchie et le sionisme. Ça a fait polémique. Je crois que le film a été essentiellement boycotté, épinglé à cause de ça, à cause de l'affiche. Alors, pourtant il n'y avait pas de nez crochu dessus, il y avait pas de. Enfin, c'était une affiche qui me semblait subtile. Et c'est parti de Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch. Lui c'est le flic net, c'est le mec qui te dit quoi penser, quoi dire, quoi faire. Surtout qu'il est très pointilleux, c'est le mec il avait pris tous les petits détails à la loupe. Tu sais, le mec qui te commente le truc, c'est limite il fait mon travail quoi. Il commente mes dessins, c'est bien. C'est sympa. Mais voilà, l'affiche me semblait subtile et les mecs ont critiqué le film sans même l'avoir vu, juste en regardant l'affiche. Donc on est aujourd'hui à une époque où les gens s'arrêtent à ce qu'ils voient. Après ça les arrange derrière. Tu as aussi illustré la couverture du pamphlet de Cardet sur le rap. Ouais. Dont il est sorti deux, trois t-shirts, des choses comme ça. Sur l'effroyable imposture du rap. Il m'a demandé de faire la couve et c'était un grand plaisir parce que c'est un ami. Je le trouve très très talentueux dans ce qu'il fait. C'est le livre qui a fait polémique, c'est pas la couverture. Tu as un nom qui est relativement connu, je dirais pour le meilleur et pour le pire, parce que les gens, disons, qui s'intéressent à l'illustration reconnaissent ton talent, mais les gens les flics dont tu parlais, enfin tu es quand même victime d'une certaine diabolisation, si j'en crois ce que je lis sur internet, sur certains sites de vigilance flicarde. Comment tu vis ça Ça veut dire que c'est efficace ce qu'on fait, quelque part. S'ils sentent le besoin d'épingler nos travaux, c'est que ça les dérange quelque part. Après, c'est la LICRA qui m'attaque en procès. Oui, alors c'est juste comment ça commence à... J'ai le procès le 20 septembre pour 2 dessins qui ont été épinglés et dont le procureur a poursuivi l'un des deux. C'est le dessin que j'avais fait en 2008 avec le soldat israélien American Unionist qui représentait l'Empire, qui appuyait sur une balance. Ah oui. Un côté un déporté juif de la Seconde Guerre mondiale, un déporté des camps, et de l'autre côté de la balance, j'avais mis toute l'humanité, toute la souffrance de l'humanité. Pour bien dire qu'il n'y avait pas qu'une souffrance, il y avait toutes les souffrances à mettre dans la balance, et le personnage appuie de toutes ses forces sur le déporté, sur le côté de la balance avec le déporté pour bien se planquer derrière une souffrance. Enfin, c'est ridicule. Voilà, parce qu'effectivement ce dessin... C'est un thème ridicule, donc j'ai fait un dessin qui me paraît... Voilà, on va le montrer aussi. Voilà, c'est un dessin qui dénonce une certaine instrumentalisation. Et les gens ont vu que le nez, c'est ça qui est drôle. Ouais, quand on dit tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, c'est un peu ça. Oui, ils n'ont pas vu que le nez faisait partie d'un ensemble qui a un masque et que le symbole du masque... Au nez, aux doigts, aux griffes, ils sont des trucs vachement physiques. Ouais, ça c'est étonnant. J'ai moi-même eu des problèmes simplement pour relayer ce dessin et puis il me semblait que le message était... Même sur la TSR, ça a été relayé, voilà. Diabolisé toi aussi.
Prenons l'exemple de cette caricature soi-disant antisémite qui a été montrée dans l'émission et qui a effectivement été publiée sur notre site. Qu'en est-il? Si on prend la peine de s'y arrêter quelques secondes, ce que l'émission n'a pas fait et à dessein, on voit clairement qu'il s'agit d'une caricature antisioniste, il est vrai, mais surtout antisémite. Je m'explique. Si vous observez bien l'image, vous verrez qu'elle représente un soldat avec sur l'épaule le blason américain et le blason israélien, donc clairement identifiable grâce à ça, et qui porte un masque caricatural de juifs orthodoxes, tels qu'on peut les représenter effectivement dans les caricatures antisémites, c'est-à-dire gros nez, barbe, chapeau. Il s'agit donc d'une caricature mettant en scène une caricature. Et quel est le sens de cette illustration? Eh bien, c'est une critique, j'irais vieille comme le monde. C'est la critique d'actions militaires criminelles qui se cachent et qui se justifient derrière des mobiles religieux. En l'occurrence, la religion juive. C'est donc une critique effectivement antisioniste qui reproche à la politique militaire israélo-américaine ses méfaits et qui reproche effectivement à cette politique d'utiliser l'image de la religion juive pour commettre ses méfaits. C'est pour cette raison que c'est une caricature antisémite. De toute façon, ces gens qui voient la haine partout, c'est leur logiciel, hein, ils fonctionnent par la haine. C'est toujours les gens qui voient le mal, l'escroquerie, le vol, qui voient que ça toute leur vie. C'est des gens en général qui ont ça comme système de valeur. Donc après, je vise pas spécialement les juifs dans leur ensemble ou n'importe quelle communauté dans son ensemble. C'est juste une idéologie qu'on pointe du doigt. Il y a des idéologies où on croit qu'il y a des hommes supérieurs aux autres, qui ont la grâce de Dieu, et que le reste, on peut leur marcher dessus. Moi, c'est des vampires, hein. C'est des vampires. C'est des gens qui ont besoin de sucer le sang. Donc le 20 septembre, c'est la comparution? Ou bien c'est le verdict qui tombe? Le 20 septembre, à la 17e chambre du TGI de Paris, il y aura mon procès sur ce dessin épinglé par la LICRA. Et t'attends quoi de ce procès? Moi, je pense qu'ils prennent les pieds dans le tapis. Hein, tu vois. Ils sont vraiment à un stade où ils ne savent plus quoi faire. Je pense qu'ils paniquent. Et je pense qu'on va tout simplement gagner un procès, puisque c'est indéfendable leur attaque. Et si c'est pas le cas, tu comptes faire recours? Je sais pas, on verra avec l'avocat. Je pense que tout est logique. Hein. Même les gens de la LICRA qui nous attaquent, je pense qu'ils sont vraiment sincères dans leur truc. Ils pensent vraiment qu'il y a une bête immonde. Ils sont dans leur mythologie, dans leur croyance. Parce que de toute façon, pour avancer, il faut avoir une croyance. Moi, je te dis, je ne suis pas quelqu'un de spécialement croyant, tu vois, je doute tout le temps, je suis toujours en train de douter. Après, il ne faut pas trop douter parce que tu restes sur place. Mais je suis tout le temps en train de réfléchir, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très antiraciste. Tu vois, j'ai grandi avec ce truc-là, un peu l'idéologie SOS Racisme, tu sais, la saloperie SOS Racisme, quoi, tu vois. Et quand tu te réveilles de ça, tu remets tout en question. Aujourd'hui, oui, moi, je me considère français, fier de l'être, patriote français, même si j'estime que les gens qui sont à tête de ce pays sont en train de détruire notre pays. Donc, moi, je pense qu'il faut préserver notre environnement, tout simplement. On a parfois l'impression que les vrais anarchistes sont un peu de notre côté aujourd'hui, puisque les autres sont plutôt du côté des censeurs et des chasseurs de sorcières. Moi, je pense que j'ai mon côté anarque qui ressort quand les gens qui sont censés nous gouverner sont des merdes. Mais si j'avais eu un président comme un Chavez ou autre, ouais, là, tu sais, je veux bien rentrer dans l'ordre, dans le rang, tu vois, voilà, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, être provocateur, c'est une réaction tout à fait saine, tu sais, de tester les limites d'un système corrompu, injuste, tu vois, avec des gens qui ne sont pas légitimes. Pour moi, c'est l'esprit français, tu vois, ce truc un peu... je vais revenir sur Choron, mais voilà, c'est... Oui, mais c'est vrai que Soral aussi, on parle souvent à titre de référence, quoi, de l'époque Harakiri, ce genre de choses. Puis c'est vrai que si c'est pas la BD qui le fera, je ne sais pas qui, parce que c'est un médium qui s'y prête bien à titiller un petit peu... disons les certitudes, les préjugés et les insuffisances des gens. Et donc en ce moment, alors ce qui t'occupe beaucoup, c'est la réalisation du tome 2 ouais. de Youth People. Il va s'appeler comment le tome 2?
Alors c'est tome 2, Yacht People, Au-dessus c'est le soleil. D'accord. Le tome 2, c'est le deuxième tome et le dernier tome. Donc on va voir on saura ce qui arrive à cet équipage, à ces pirates. Ouais, c'est la fin de l'histoire. Je fais 10 à 12 heures par jour de boulot, donc je t'avoue que là je suis vraiment à bloc dessus. Ouais. Et voilà, donc j'espère que ça va plaire à tout le monde. Moi, mon but c'est qu'il soit mieux que le tome 1 si possible. Et le tome 1 n'était pas vraiment narratif, le tome 2 le sera beaucoup plus. Le tome 1 c'était plus un plantage de décor. Oui, il y a un côté descriptif en fait dans le tome 1. C'est ça, le tome 1 c'était un plantage de décor, c'était un test. Le tome 2 c'est vraiment l'histoire. D'accord, l'histoire qui se lance. Pour ceux qui ont lu le tome 1 qui ont dit oui il n'y a pas d'histoire, le tome 2 il y aura de l'histoire. Par contre il y aura moins de petits détails avec les caricatures, il y aura moins de... Oui, parce qu'évidemment ce ce qui caractérise le tome 1, c'est que ces caricatures, souvent, elles sortent pas de nulle part. C'est vraiment... là aussi, c'est aussi dans la tradition de la BD française, notamment tous les... Astérix, par exemple. Voilà, sauf que là, il y en a encore plus. Mais dans chaque album d'Astérix, il te met 2 ou 3 personnalités de son époque. Oui, tout à fait. Des acteurs, des personnalités. Ouais. C'était Astérix, je crois que c'était en Égypte. Astérix et Cléopâtre, je crois qu'il y a des gens Gabin dedans. Et puis bon, dans le tien, c'est pas 2-3 par album, c'est 2-3 par case, au moins. et c'est un petit peu... On a tellement, tu sais, j'ai une liste comme ça de tous ceux que j'ai pas mis dans le top 1. Ah ouais, oui, parce que l'équipage, cet équipage de jet setter, effectivement, c'est pas le radeau de la Méduse, mais c'est vraiment l'ensemble des gens qu'on aimerait bien voir se perdre en haute mer. Ils sont tous là, vraiment. Donc du coup, même si les pirates arrivent... pas forcément pour ça, c'est les otages idéaux. Ouais. C'est ça. Je te dis, c'est vraiment les représentants de cette mentalité d'hyperclasse, sans frontières, les citoyens du monde. Tu vois. C'est vraiment un yacht avec la jet set. La jet set face à des gens qui sont des pirates, anciens pêcheurs, des bandits aussi, mais tu vois, c'est deux types de bandits qui se rencontrent en fait. Mm-hmm. C'est assez intéressant le télescopage de ces deux groupes. J'ai vu qu'il y avait eu une petite polémique sur un des personnages qui est pas du tout celui qui est le plus stigmatisé, ouais. Mais c'est quelqu'un que j'aime bien et qui n'était pas content de se voir représenter, c'est Marc-Édouard Nab. J'ai vu sur son site qu'il s'est reconnu, moi j'avais pas tilté d'ailleurs, et puis qu'il disait c'est scandaleux que ce type se réclame de Vimin alors qu'il me met dans le camp des méchants. Non mais pour moi il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Hein. Oui, oui. Moi je pense que Nab aussi il est dans son truc, il est sincère, il fait ses petits tableaux parce que je crois que ses livres ils ont plus trop. Il fait ses petits tableaux, ça lui rapporte de l'argent, tant mieux. Hein. Bon je vais pas être mauvaise langue, tu vois, ces tableaux ils sont pas plus dégueulasses qu'à la FIAC, c'est-à-dire la foire internationale de l'art contemporain, tu vois. Mais bon, ils les vendent moins cher, donc je sais pas si possible. Ah vous n'êtes pas dans le même registre, c'est clair. Hein. Non Nab, ça me parle pas. J'ai essayé de lire ses livres. Il n'y a que cette fact qui était pas mal. Mmh. Ah oui, les affiches murales. Je te dis, moi ça me touche pas. D'accord, ouais. Bah justement, son écriture, elle me parle pas trop. En termes de lecture, qu'est-ce que tu... Bah, j'ai lu Céline et après Céline, tu vois, lire Nab c'était insipide pour moi. Moi j'aime bien les histoires autobiographiques. Moi j'avais beaucoup aimé Pimp d'Iceberg Slim. Il y avait aussi Trick Baby qui était pas mal. C'est une trilogie, hein, c'est juste, il y en a 3 dans la série. Ouais, le troisième, je vais le lire. C'est des histoires de vécu, tu vois, le mec qui raconte vraiment sa vraie vie, son trou inventé. Il y avait aussi, j'avais bien mes grands-pères de Coste, c'était marrant. Tu sais, ce genre d'écriture un peu Oli Black de Mathias, j'aimais bien, de Mathias Cardet. Tes journées sont très occupées par la BD. Est-ce qu'à moyen terme, il y a déjà des autres projets sur lesquels tu es ou auxquels tu penses comme illustrateur? La BD, on pensait peut-être sortir le tome 1 et 2 réunis en un seul tome et le sortir si possible dans une vraie maison d'édition pour viser plus large et avoir... D'accord, ah oui, ça serait intéressant d'avoir une attachée de presse qui enverrait ça à tout le monde et pour avoir des réactions comme Aziza, comme Frédéric Aziza, qui sort de ses gonds, tu vois. On l'a révélé le mec, hein, tu vois. C'est sorti du bois, quoi. Tu peux rappeler un peu de quoi il s'agissait, hein? Alors Aziza, c'était l'attachée de presse de Blanche qui avait envoyé un mail pour lui demander d'inviter Soral. Et Aziza est sorti de ses gonds, il s'est énervé.
Et il a montré son visage, son vrai visage, quoi, tu vois. C'est quelqu'un de totalement intolérant qui dit il revendique être pour la liberté d'expression, mais le mec c'est un capot, tu vois. Voilà. Ouais, c'est bien souvent le cas dans ce milieu. Il y en a peut-être encore 2-3 qui se planquent derrière des arbres ou des pierres et on va les faire sortir du bois. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est comme le bouquin de Mathias Cardet, pareil, ça fait sortir des gens. Ça a permis de distinguer dans le rap qui était plutôt honnête et qui était dans une autre vision des choses. Ah, merci à toi pour le travail que tu as fait et à tous les internautes qui regardent. Produisez, essayez d'être talentueux, de produire de l'art. Ça sert à rien de s'énerver avec les gens, de pester de quelque chose qui ne vous plaît pas. Essayez de produire, de faire des choses positives et surtout communication. De comprendre les gens, de parler leur langage si possible. Enfin, voilà. Donc est-ce que tu pourrais brandir la quenelle qu'on la voit un petit peu? Quenelle d'or. À la Quenelle d'or 2013 pour une fresque qui n'est plus visible, c'est de l'art éphémère, moi je pense que c'est un petit peu les aléas du graphe, mais voilà. Alors donc bravo et merci pour m'avoir accordé ce moment. Je vais repartir au boulot, alors bonne journée et bon travail. Tu vois, moi je suis pour l'assimilation de Hollande, de Valls, tu vois. Oui, on aimerait bien, mais il faut qu'il fasse un effort pour s'assimiler. Il faut qu'il fasse un effort, il faut qu'il s'intègre.